Et c'est parti pour le grand débrief de Monde Numérique. Chaque mois, on passe en revue l'actu tech du mois écoulé, en podcast, audio bien sûr, et en vidéo sur la chaîne YouTube de Monde Numérique, avec des pointures du secteur, mes éternels camarades et fidèles amis, François Sorel et Bruno Guglielminetti. Salut les amis. Salut Bruno. Moi, j'attends les applaudissements, là. Ouais. Ah bah oui, attends, ouais. Non. Ouais, voilà. Pas d'applaudissements cette semaine. François Sorel, RMC BFM. Non, t'es plus RMC en plus. Ah non, depuis 5 ans, non, mais ça va, à part ça, tout va bien, Jérôme. Jérôme, c'est le gars qui nous parle d'actualité de technologie, hein. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, non, mais c'est peut-être, BFM Tech & Co. C'est peut-être parce qu'on va parler d'un Tech & Co. anniversaire tout à l'heure, c'est pour ça que tu mélanges les ça. années. Ouais, Ah ouais, Je pense. exactement. très fort. Et puis, donc, à Paris, hein, je crois qu'on peut le dire. Et puis, de l'autre côté de l'Atlantique, Bruno Guglielminetti du podcast Mon Carnet. Ça va, mon petit Bruno? Ouais, le petit Bruno va bien, ouais. Bon, c'est cool. Les amis, un objet connecté conçu par l'ancien designer d'Apple en partenariat avec OpenAI. À quoi ça va ressembler, ce truc-là? À quoi ça va servir? Est-ce que ça va changer notre rapport à la technologie? C'est un peu la question à $1000 de la semaine. Donc évidemment, on va se la poser ensemble et vous allez me dire tout ce que vous pensez de cette chose, de cette annonce qui est sans doute l'annonce du mois, je crois qu'on peut le dire. On va parler évidemment aussi d'intelligence artificielle, de l'IA partout, notamment chez Google, dans la recherche en ligne, dans la création vidéo. Google veut mettre du Gemini absolument partout, également dans ses lunettes. Et puis de l'IA, en revanche, pas vraiment partout chez Apple. Hein. On sait qu'ils sont toujours un petit peu en retard chez Apple. Par contre, ils ont un peu des problèmes de tous les côtés chez Apple. Tim Cook doit avoir des nuits un petit peu agitées en ce moment. Voilà, c'est le sommaire de ce grand débrief du mois de mai 2025. Cette émission est parrainée par FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. FreePro est un opérateur spécialisé pour les pros qui s'adresse à toutes les entreprises, les TPE-PME, mais aussi les grandes entreprises, à travers les solutions experts, des solutions IT, cloud, télécom et cybersécurité, spécifiques pour les directions techniques et informatiques. FreePro dispose d'experts de la connectivité et de la donnée, et là où ils mettent le paquet aujourd'hui, c'est dans l'accompagnement personnalisé des clients via des équipes dédiées présentes dans une dizaine de villes. FreePro, c'est un peu comme ce podcast, sérieux, sans se prendre au sérieux. Leur objectif, bousculer l'ordre établi sur le marché du B2B, comme ils l'ont fait dans le grand public, avec un credo, simplicité et innovation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur freepro.com. Okay. T'es sûr que c'est mai 2025? Bah ouais. Tu te fous de ma gueule? On est le 30. Oui, mais on débrief. Non, on est 29. On débrief l'actu du mois de mai. Ah. Non, mais parce que t'es d'accord que 90% des gens qui vont l'écouter, ils vont l'écouter en juin. Bon, ok. Jérôme, tu veux expliquer ton concept à François une dernière fois? Non, mais c'est bon. Alors. C'est bon, j'ai compris. Non. Alors, ok, vous nous écoutez. C'est l'actu de mai. Voilà, vous nous écoutez peut-être au mois de juin, mais comme François nous le fait remarquer hors antenne, non, c'est bien, bon. C'est bon. T'as vu ça, comment il m'embrouille? Mais t'as vu comment il m'embrouille? Ah, ouais. J'ai compris le concept. T'as compris le C'est concept? subtil, Ok. hein? Ouais, oui, bien sûr, j'ai compris. Merci d'être venu. Hein. C'est l'actu En du plus, mois on va d'avant. parler de dates, parce qu'il y a plusieurs anniversaires à fêter cette semaine. Alors, égoïstement, je vais commencer par le mien, puisque c'est mon anniversaire. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui, non, mais attends, Jérôme, à l'heure où on enregistre ce podcast, ce n'est pas encore ton anniversaire, tu n'as pas encore 70 ans, t'en as que 69. Non, donc, s'il te plaît, ne commence pas à raconter des bêtises. Et À l'heure attention. à laquelle les gens nous écoutent, c'est mon anniversaire. Et attention, parce que moi, je me suis déjà pris d'avance, alors j'ai plus besoin de te souhaiter bonne fête. Bruno, il m'a souhaité bon anniversaire avec 8 jours d'avance, tu sais. J'ai pas compris pourquoi. Mais Non, mais Non, j'avais mais une ça, liste c'est- d'anniversaire à souligner. Je dis, bon, ouais, Non, mais ça, vraiment, Ah, ouais. c'est le décalage horaire. Tu comprends pas? Oui, mais c'est dans l'autre sens d'habitude. On est en retard sur nous. Et voilà, non, c'est non, ça. mais non, je suis en avance. Bon, écoutez, ça va être compliqué, ça. Ouais, cette on a une bonne émission. introduction qui apporte quand même, qui est riche, qui est dense. C'est Et bien. qui est Ouais. rigoureuse. Ouais. On a Ouais, perdu c'est la bien. moitié des auditeurs, là, on est d'accord. Ouais. Ah, pétard, non, mais il n'en reste plus qu'un. Non, même lui, je viens de le voir quitter. Il s'en va. Il est parti. Revenez. Non, on plaisante.
Ne faites jamais d'émission avec des vieux amis qui ont par-dessus tout l'envie de vous bousiller votre show. Mais pas du tout, Jérôme, pas du tout. Bon, en plus, tu vois, j'allais te faire de la pub puisque l'autre anniversaire à souhaiter, c'est un peu le tien, puisque toi, t'es hyper vieux, tu fêtes tes 25 ans de tech, c'est ça? T'es hyper vieux, il dit. Ben ouais, c'est vrai. On fête les 25 ans de quoi je me mail. Ouais, 25 ans. Dingue. Tout ça est arrivé, c'était en mars 2000. J'étais à Monaco à l'époque, j'étais sur RMC et voilà, je lançais cette émission qui était à l'époque le soir, en semaine, et ça fait 25 ans. Voilà. Donc on s'est dit bah tiens 25 ans c'est pas mal, ça sonne bien, on va faire quelque chose et donc vous allez faire une petite fiesta, c'est ça? On va faire une petite on va plus qu'une petite fiesta en fait, BFM Business va se mettre aux couleurs de la tech jeudi 5 juin et tout au long de la journée. Alors ça j'aime un peu moins, je serai un peu partout dans toutes les émissions pour célébrer les 25 ans de la tech de BFM Business. Alors avec des invités prestigieux, il y aura des petites anecdotes. On reviendra sur les innovations qui ont marqué ces 25 dernières années. Il y en a des tonnes et des tonnes. Tu connais bien ça, Jérôme, toi, avec ton site Tech Time. C'est impressionnant. Et donc, voilà, on va un peu s'amuser. Et puis le soir, on fera une grande émission dans le grand studio de BFM en public. Pour célébrer la tech, là aussi encore avec des invités sympas. Il y aura le patron d'Amazon France, il y aura des pointures de l'intelligence artificielle, etc. Voilà. Bon, il y aura Raphaël Adjian que tu connais bien. Ah bah oui. Il y aura Fred Potter aussi, le créateur de Netatmo. Enfin que de la crème quoi. Ça va être cool. Voilà. À quelle heure tu veux qu'on vienne? Mais attends, mais tu sais quoi? Tu es le bienvenu, mon Jérôme. Bruno, je t'aurais bien proposé, mais t'es un peu loin. Ouais, je viendrai avec une semaine de retard, mais je serai là. Bah en plus les 25 ans de la tech, je les ai un petit peu vécus avec toi pendant une bonne période, pendant une longue période. C'est pour ça que je dis si tu peux être là, ça serait cool. Franchement, ça serait pas mal jeudi soir. Bon, je vais voir ça avec mon secrétaire, mon secrétariat. Avec ton secrétaire. Et puis c'est bon, 25 ans de quoi je m'appelle et 10 ans de Tech & Co aussi accessoirement. On en profite pour faire de multiples anniversaires. Tu m'as battu parce que moi j'ai fait sur France Info, j'ai fait que 23 ans de tech. Donc tu m'as battu. Mais bon, derrière il y a eu 4 ans de... Ah oui, tiens, il y a un autre anniversaire, ça va être les 4 ans de Monde Numérique là bientôt. Waouh, très bien. T'as rien à fêter, Bruno, non? Ben moi j'ai fait mes 30 ans en décembre dernier de tech. Wow. Ah ouais, puis, c'est lui le plus vieux en fait. Ouais, puis sinon en septembre ça va faire 9 ans mon carnet. Pas mal, hein. Mais vous vous rendez compte, 25 ans une émission qui a 25 ans, déjà, c'est rare. Ben oui. Il y a quoi? Il y en a pas beaucoup. Il y a des grosses têtes, il y a des trucs comme ça, mais, je raconterai un petit peu, surtout avec le même animateur, moi, c'est ça qui est. C'est ça. C'est impressionnant, c'est étonnant, et puis, c'est assez rigolo qu'une émission sur l'innovation dure aussi longtemps, finalement. Parce que ça fait 25 ans qu'on parle d'innovation. Il y a 25 ans, l'innovation, c'était autre chose. C'est assez rigolo, en fait. François, puisque je serai pas là pour faire l'entrevue, est-ce que tu as eu l'impression, à travers ces 25 ans-là, de te répéter à l'occasion? De voir des choses se répéter? Oui, mais en fait, tu sais, quand tu es dans un média comme ça, te répéter n'est pas un problème parce que tu sais pertinemment que la plupart des gens qui t'écoutent ne sont pas les mêmes que ceux qui t'écoutaient lorsque tu t'es préalablement répété. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, on se répète tous, plus ou moins, avec des itérations, avec des petits changements. Mais quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle d'OpenAI, il y a plein de fois où on se répète. Mais je pense que le contexte change. Je pense que il y a le contexte, il y a aussi la chronologie qui fait que c'est pas la même chose. Donc oui, on se répète, mais je pense que c'est pas l'essentiel de ce qu'on raconte. Okay. Non, parce que soit à travers tes 25 ans, c'est l'arrivée de l'Internet, c'est l'arrivée des réseaux sociaux, c'est l'arrivée de l'IA il y a quelques années. C'est 3 bons importants. Là, Ouais, mais bon, c'est l'arrivée aussi des smartphones. Enfin, je veux dire, il y a tellement de trucs incroyables qui nous sont arrivés. Tout, en fait. Tout. C'est l'histoire de la tech, quoi. Il y a 25 ans, c'était les balbutiements d'Internet.
C'était les balbutiements d'Internet. On le était en départ, 2000 et on s'émerveillait devant ce modèle ADSL. C'était le tout début d'ADSL, je m'en souviens, qui est arrivé un petit peu avant, peut-être en 98, quelque chose comme ça. Mais on était au début de l'ADSL et on avait, tu te rappelles, Jérôme, ce modem qui ressemblait à une Remanta. Ouais. Qui était Wanadu qui fournissait ça. Et c'était une révolution parce que tu surfais sur Internet de manière rapide. T'avais plus la connexion qui bloquait ta ligne téléphonique. Ouais. Enfin, voilà. Et tout ça, en fait, c'est le début de la DSL qui a été un peu le précurseur. Spotify. Ouais, vous rendez compte quand même, hein. Un peu avant la DSL quand même, parce qu'il y avait. Non, je te parle moi de. Non, je te parle des 25 ans, moi. Je te parle des 25 ans d'émission, si tu veux. Après, bien sûr, oui, il y a eu plein de trucs passionnants avant. Non, mais la tech grand public, ça a démarré, on a commencé à en parler avec Windows 95 en 95. Moi, j'ai commencé les chroniques sur Info en 94. Ouais. Et c'était là, quoi. C'est là où ça devenait un sujet grand public. C'est vrai, c'est vrai. Avant, on a commencé à la même époque, Jérôme. Ouais, et si tu veux, il y a eu un déclic quand même, moi je m'en souviens, et c'est pour ça que j'avais lancé De quoi je me mêle, c'était l'explosion du web. 2000, c'était l'explosion du web, c'était le début... Mais ça, c'était en France. C'était en France. Parce que vous aviez été retenu à cause de l'hégémonie de France Télécom avec son Minitel, qui voulait pas vous laisser aller. Oui. Mais c'est ça, parce que moi, en 95, je commençais, puis je me souviens, à un moment donné, Jérôme m'avait fait un guet-apens, il m'avait envoyé, c'est quoi, c'est le téléphone sonne ou... Ouais, c'était une émission sur France Inter. Et je m'étais retrouvé, mais je m'étais retrouvé devant un représentant de France Télécom et le pauvre petit Québécois qui allait faire la promo d'Internet alors que la France n'était pas encore branchée. Ils hésitaient encore à mettre des passerelles entre le Minitel et l'Internet. Mais c'est ça. Puis boum, il y a eu le tsunami en 2000. Pouf, l'Internet était lâché. Et là, on a vu plein de géants français apparaître. Ouais, voilà. Ouais. Et c'est vrai que c'était à ce moment-là où ça devenait vraiment pertinent d'en parler parce que c'est là que la révolution du e-commerce est arrivée, le voyage en ligne, les moteurs de recherche. On était en pleine période de Yahoo, de Lycos, d'Alta Vista. Je sais pas si vous vous souvenez de tous ces trucs-là. Il y avait aussi AOL. Club Internet ici en France. Enfin, plein de choses. Et il y a des millions de trucs à raconter. Et c'est dingue comme le temps passe, mine de rien. C'est sûr. C'est vrai qu'il y a une télésérie sur Netflix. Il veut pas en parler. Hein. Bon, okay. Non, c'est pour plus tard. Bon, écoutez, c'était bien cette séquence vintage. On vous laisse reprendre pour le début. Ouais, merci pour ce bond dans le passé. Je vous propose qu'on parle du futur maintenant. Allez, si ça vous va. Hein. Pour vous mettre dans l'ambiance, je vais vous faire écouter et regarder, pour ceux qui nous regardent en vidéo sur YouTube, une petite séquence, une petite chose là. Écoutez ça. The first one we've been working on, I think, has just completely captured our imagination. Formed with the mission of figuring out how to create a family of devices that would let people use AI to create all sorts of wonderful things. Donc Sam Altman et Johnny Ive dans cette petite vidéo qui restera sans doute dans les annales. Ça aussi, ça fait un point d'histoire pour le futur. Pour l'annonce de la convergence entre les deux. Donc c'est Altman qui rachète la start-up de Johnny Ive. Ils appellent ça IO et ils vont nous faire un super objet. Donc dont on va parler maintenant. Sam Altman avec ça. Vous avez vu comment il parle, Sam Altman, maintenant ? Il parle comme ça, comme ce truc très américain qui consiste à aller chercher au fond de la gorge pour faire plus sérieux. C'est plutôt les femmes, c'est souvent des Américaines qui font ça, pour essayer d'avoir une voix plus grave pour... Et qui finissent en prison, d'ailleurs. Ouais. Non, pas du tout. Oui, non. Tout à fait. Ben oui, il y avait l'histoire de cette... j'oublie son nom, là, mais la jeune femme qui avait fait une start-up en pharmaceutique. Theranos. Ben oui. Oui, Theranos. Elle parlait comme ça? Ben oui, il y avait l'histoire. Ben oui, puis ça avait été documenté. Ils avaient retrouvé des vieux vidéos dans lesquelles elle n'avait pas du tout cette voix-là. Mais c'était fait, elle voulait devenir la Steve Jobs de l'époque. Puis... Mais c'est ça. Et Sam Altman, c'est un peu pareil. C'est pour faire le côté grand sage, etc. Alors honnêtement, je déteste cette façon de parler des Américains.
Mais bon, bref, c'est pas ça qui est important. C'est donc ce qu'ils ont annoncé. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est le truc qui va nous changer la vie? Comment est-ce que vous voyez cet appareil? Donc, ça a été présenté comme peut-être l'après-smartphone, un truc qui donc sortirait du cerveau de Johnny Ive, qui est quand même l'homme qui a dessiné, designé, conçu l'iPhone, l'iPad, quoi d'autre, les Mac, etc. Chez Apple. C'est tout. La Terre. Non, il y a d'autres choses aussi. Ouais, il y a plein d'autres trucs. C'est marrant parce que Jonathan Ive, ça aussi c'est une question de génération. Il est pas connu parmi les plus jeunes. Non. Là, il est sorti. Il a été très médiatisé. Enfin, on en a beaucoup parlé ces derniers jours à cause de cette annonce. Mais les plus jeunes ne savent pas qui est ce monsieur. Et même c'est les normal. plus vieux, Jérôme. Là, on le sait parce qu'on s'intéresse au sujet. On s'entend que met sa photo à la télé, là. C'est vrai. Ils vont se demander c'est peut-être surtout les Apple addicts qui savent qui c'est. Oui, bien sûr, tous ceux qui s'intéressent à l'histoire d'Apple, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un, c'est un personnage clé dans la réussite d'Apple. Ouais, c'était très proche de Steve Jobs, vraiment, c'est clair. Qui a mis en musique, si on peut dire, toute la vision de Steve Jobs. Il est en train. Vous avez l'impression qu'il a un peu retrouvé un nouveau Steve Jobs avec Sam Altman, justement. C'est compliqué à dire parce que Steve Jobs nous a quittés il y a 14 ans. C'est en 2011. Je sais pas, c'est toi le spécialiste des dates. Je me souviens très bien, tu m'avais envoyé un SMS, je crois qu'on a appris ça un matin très tôt ou la nuit, tu m'avais envoyé un SMS pour me le dire, moi, la radio m'avait tiré du lit à 4h du matin, Et ben voilà, c'est pour ça que tu m'avais envoyé un SMS genre bye bye Steve ou un truc comme ça. Non, mais après, j'ai cru comprendre, en tout cas de tout ce que j'ai pu lire, que Jobs et Jonathan Ive étaient très proches, étaient très complices sur plein de choses. C'était de vrais amis et on va dire la quintessence, enfin tout ce qu'on a pu ressentir de majestueux dans les produits Apple, on les devait à tous les deux finalement. Après, bon, les relations qu'entretiennent Sam Altman et Jonathan Ive, je ne sais pas du tout. Si tu veux, tu vois cette vidéo, voilà, elle a dû être hyper scriptée. Elle a dû être recommencée des dizaines de fois, donc tu sais pas trop finalement, tu vois. Mais c'est peut-être pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce qui va se passer dans 1 an et demi, parce que visiblement, ça serait dans 1 an et demi que ce produit sortirait, d'après ce que j'ai compris. Fin 2026, début 2027, si tout va bien. Déjà, si ça sort dans 18 mois, ce produit existe. C'est-à-dire qu'il y a des prototypes qui circulent et qu'ils testent. D'accord? C'est peut-être pour ça. Qui doivent être bien cachés. Bien sûr, et c'est peut-être pour ça que Sam Altman a mis 6,5 milliards sur la table pour pouvoir bénéficier de tout le savoir et de l'ingénierie et du design de Jonathan Ive, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup de design avec Jonathan Ive, mais ça fait plusieurs années qu'il a embauché une 50aine d'ingénieurs techniques qui sont sur du hardware. C'est ça qui est intéressant. Donc il y a quelque chose qui existe, qui voilà, c'est pas qu'un embryon. Et je trouve que c'est fascinant parce que quand tu vois aujourd'hui ce qu'est devenu ChatGPT, qui est de plus en plus impressionnant, notamment sur la voix. Je m'en suis encore servi cet après-midi. J'étais complètement bluffé. Il se souvient de choses que j'ai dites il y a plusieurs semaines. Enfin, ça commence vraiment à être costaud. Et tu te dis, quel est l'objet? Moi, je me pose la question, quel est l'objet avec lequel je pourrais parler et qui soit le plus invisible possible finalement, parce que c'est ça l'idée, tu vois. Mais pas trop petit quand même, parce que s'il est petit, il y aura pas beaucoup de batterie. S'il est petit, il y aura peut-être pas beaucoup de fonctionnalités, etc., etc. Et je sais pas. Franchement, j'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être un truc qu'on accrocherait quelque part, tu vois. Ou sur une chemise, ou sur un blouson, un truc, mais je sais pas, je trouve pas ça une bonne idée, tu vois. Je sais pas, moi j'aimerais bien avoir un bracelet, par exemple, parce qu'un bracelet c'est quelque chose que tu portes de manière naturelle, qui te permet de faire qui te permet d'avoir un design intéressant aussi, tu vois. Donc franchement, j'ai aucune idée de ce à quoi ça peut ressembler, mais une chose est sûre, c'est que ça doit exister.
Et Bruno, pour que Sam Altman mette 6,5 milliards, c'est qu'il y a une bonne raison, je pense. Bruno, tu penses quoi, toi? Ça peut être un truc qu'on mettrait autour du cou, un bracelet, des lunettes, une oreillette, un truc comme le AI pin qui s'accroche aux vêtements? Ouais, je pense que le AI pin, on peut le mettre de côté parce que on a vu que, en tout cas, son accueil a été un peu refroidi assez rapidement. Parce qu'il marchait pas bien. Oui. Mais non, c'est ça. Mais si tu me permets, je veux juste faire du pouce sur ce que François dit. J'ai l'impression avec Evie dans le décor, puis on faisait un parallèle avec Apple à ses débuts. Mm-hmm. Je retrouve dans cette histoire-là le même secret qui existait à la, en guillemets, belle époque d'Apple. Je vais pas faire mon nostalgique, mais on sent que c'est ça. On sent qu'ils sont en train de travailler sur quelque chose et on sait pas ce que c'est. Et rappelez-vous, à la belle époque, quand le iMac est sorti, et puis les quelques années qui ont suivi, là, c'était ça. On regardait Apple puis on se disait, mais sur quoi ils sont en train de travailler? L'iPhone et l'iPad, oui. à chaque fois. Ouais. Mais tu sais, il y a cet aspect de rêve, cet aspect d'innovation qu'on s'entend, ça n'existe plus chez Apple. Mais c'est un peu comme si Ive l'aurait amené avec lui. Et là, on est en train de revivre la même chose, mais dans ce partenariat qu'il fait avec OpenAI. Et c'est ça que je trouve intéressant. Maintenant, est-ce que ça se portera au cou, à la main, au pied, à la jambe? Ça m'importe peu. Sur la tête. Une casquette, peut-être, une casquette connectée. Ah, aux États-Unis, ça marcherait bien, là. Mais après, je me pose... Make tech great again, quelque chose comme ça. Ouais. Parce que je me pose la question, je me dis, si c'est un appareil avec lequel on va pouvoir parler et dialoguer, ça pourrait être des AirPods. Ouais. Oui, exactement. Ça pourrait être des AirPods. Mais si c'est des AirPods et que c'est connecté à un iPhone, qui lui-même a une appli de ChatGPT. Non, ça vaut pas la peine. Non, mais tu vois, ouais. en fait, je me dis, il y a autre chose, forcément, parce qu'autrement, si c'est simplement une interface ou un petit produit qui te permet de discuter, tu te mets des AirPods connectés à un iPhone et c'est réglé. En fait, ça existe déjà. Tu peux déjà dialoguer avec ChatGPT, tu vois. Donc, et François, ça doit aller plus loin. Mais ils ont pas dit que ça allait remplacer le téléphone intelligent? Ou que ça allait remplacer, ou que ça allait, pouvait remplacer dans certains cas. Je trouve que leur message est très flou. D'ailleurs, ils en disent très peu. C'est pour ça que tu parlais, c'est presque du fantasme. Ouais. On est dans du fantasme, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'il y a autre chose, tu vois. Est-ce qu'il y aura une caméra? Est-ce qu'il y aura des petits haut-parleurs? Est-ce que en fait, on sait pas trop ce que c'est, mais je pense que ça va apporter plus que simplement un petit device avec lequel tu vas pouvoir parler, parce que ça, on peut déjà le faire. Et je pense que si ce produit est révolutionnaire, enfin devra être révolutionnaire, c'est qu'il apporte quelque chose que la combinaison d'un smartphone et des AirPods, ou la combinaison d'un smartphone avec une montre, ou la combinaison d'un smartphone avec, je ne sais pas moi, une bague, existe déjà, si tu veux. Ouais, donc il y a forcément quelque chose. Ouais, parce que la question c'est de savoir s'il sera autonome ou s'il aura besoin d'un smartphone. Ça serait affreux. Oui, ouais. Non, mais attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ce produit-là, on n'aurait plus besoin de smartphone? Non, j'y crois pas. Pour certaines choses. Alors, attends, pas oui, mais pour tout, si tu dis pour certaines choses, ça veut dire que tu aurais toujours ton smartphone avec toi. François, tout à l'heure, tu disais, et je te rejoins complètement, j'ai utilisé encore récemment ChatGPT en mode vocal et il est génial. Et moi, je le constate aussi de plus en plus, tous les jours. Moi, autour de moi, c'est pas ultra généralisé, tout le monde n'utilise pas ça, mais chaque fois qu'on le montre, ça séduit des gens. Et quand tu commences à prendre l'habitude, chaque fois que tu as une requête à faire pour tout et n'importe quoi, une recette de cuisine. Là, j'étais en vacances, il y avait une tourterelle qui avait fait son nid dans le jardin, etc. On savait rien sur les tourterelles. Ma femme est allée interroger ChatGPT pour tout savoir sur les tourterelles. Elle a tout fait en mode vocal, tu vois. Et c'est toutes ces petites choses comme ça, de manière. T'es au restaurant, tu discutes avec des amis. Avant, c'était le réflexe Google. C'était j'attrape mon téléphone, et encore avant, c'était je vais sur mon ordinateur et je tape sur Google. Là, aujourd'hui, quand tu commences à prendre le pli de parler à ton assistant
Et encore, je parle uniquement d'aller chercher des réponses à des questions, mais demain ça peut être réserve-moi un truc chez le coiffeur la semaine prochaine, je sais pas quoi. Ça peut être toutes ces choses-là. Le réflexe de parler à un véritable assistant qui nous sera personnalisé grâce à l'intelligence artificielle, à mon avis, il peut arriver très très vite. Très très vite. Donc s'il y a le geste, s'il y a le besoin, il reste plus qu'à créer le ou les outils qui vont permettre ça. Totalement, je suis d'accord avec toi, Jérôme. Mais tu es d'accord que tout génial que peut être ce concept, il ne remplacera pas un écran d'un smartphone. C'est-à-dire que quand tu voudras répondre à un email, quand tu voudras regarder quelque chose sur Internet, quand tu voudras, enfin, il y aura plein de fonctionnalités qui feront que ton smartphone ne devra pas être loin. Tu pourras pas partir, je sais pas moi, au travail sans un écran de smartphone. On est d'accord? Tu seras toujours obligé d'en avoir un. Donc, à partir de ce moment-là, si tu as ton smartphone dans la poche, à quoi va servir ce produit? Parce que finalement, toi, tes AirPods connectés à ton iPhone, tu as déjà toutes ces fonctionnalités. C'est pour ça que je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Parce que évidemment, ils sont loin d'être cons, Sam Altman et Jonathan Ive. Ils ont pensé déjà à tout ça. Qu'est-ce qui va faire que ils vont craquer le truc? Tu vois? Qu'est-ce qu'ils vont apporter de plus qui va changer nos habitudes, si tu veux? Parce qu'aujourd'hui, la combinaison de nos différents appareils font qu'on peut discuter avec ChatGPT de manière totalement fluide. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ça la question. Mais c'est ça le truc, c'est-à-dire que nous on n'arrive pas à l'imaginer, donc est-ce que eux arriveront à imaginer un truc je pense qu'il a déjà craqué le truc. Et ça vaut 6 milliards de dollars. C'est pour ça que voilà. Voilà. Mais ça doit être aussi révolutionnaire que le jour où il y a un... Mais c'est pas Steve Jobs qui l'avait pensé, là, les gens de Nokia et d'autres l'avaient fait avant, mais c'est le jour où tu arrives en disant à des gens qui ont passé leur vie une partie de leur vie à naviguer sur Internet, et puis dire, un jour, tu le feras à partir de ton téléphone. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis du jour au lendemain, au début. Non, mais c'est ça. Mais du jour au lendemain, t'arrives avec des modèles de Nokia, ou même, il y a eu les assistants personnels qui ont existé pendant un moment. Et là, on se dit, ah oui, on peut vivre loin d'un ordinateur. Bon, là, ça va être, oui, on peut vivre loin de son téléphone. Mais il faut faire ce saut-là. Surtout. Moi, le seul truc que je vois, que j'imagine, qui pourrait se substituer au téléphone, et à l'écran, c'est la paire de lunettes. Tu vois? Parce que tu peux imaginer que la paire de lunettes pourrait te projeter des informations visuelles qui te permettraient de se substituer au smartphone. Et encore, c'est même pas sûr. Il faudrait que la qualité, la définition de ce qu'on te projette dans les lunettes soit excellente. Voilà. Mais là, à ce moment-là, tu dis, OK, si tu as une paire de lunettes et par exemple des petits AirPods, ça peut être embarqué sur les barrettes. Exactement, t'as raison. Mais bon, d'après ce que j'ai compris, ils ont dit que c'était pas une paire de lunettes, tu vois. C'est ça. Alors après, il y a autre chose, c'est que je sais pas ce que vous en pensez, mais il faut pas perdre de vue l'aspect aussi stratégique de ça pour OpenAI. C'est-à-dire que OpenAI, contrairement à Meta, contrairement à Apple, contrairement à toutes les autres marques, n'a pas de produit, n'a pas de device, n'a pas d'équipement. Ils sont en train de devenir un gros poids lourd grâce à ChatGPT, mais ils ont pas d'appareil. Et ils ont besoin d'un appareil pour plusieurs raisons. Ils ont besoin d'un appareil, pour continuer à séduire et à conquérir de plus en plus d'utilisateurs. Et pour une deuxième chose, c'est pour capter de la donnée. L'acquisition de données, Et c'est pour récupérer de la donnée. Parce que, et notamment dans cette optique de AGI, d'intelligence artificielle générale, et notamment dans cette philosophie d'intelligence artificielle multimodale. Si on écoute Yann Lequin, l'IA ne pourra être on pourra fabriquer l'AGI que si on arrive à avoir un système qui capte le monde comme nous on le capte, c'est-à-dire avec nos yeux, nos oreilles, notre connaissance, notre mémoire, etc. Donc, ce serait a priori un appareil qui sera capable aussi de voir, d'entendre et de récupérer de la donnée d'une manière nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a le service qui va nous être offert et puis il y a surtout la poule aux œufs d'or que ça devrait représenter pour OpenAI. Et c'est là où il pourrait peut-être nous surprendre avec, encore une fois, quelque chose qu'on n'imagine pas du tout aujourd'hui. Mais en fait. Encore là, la comparaison avec l'iPhone, où l'iPhone, quand ça a été lancé,
L'idée, c'était de savoir, je sais plus où j'ai eu cette discussion-là, mais c'était de savoir, il faut sortir un appareil qui va nous permettre de créer un écosystème duquel on va générer des profits. Tu sais, ça a été ça. Puis finalement, le iTunes Store, quand il est arrivé, ben, ils ont dit, ben oui, ben ça va servir à générer du contenu, puis ça va créer des revenus. Et c'est la même chose. Donc, il faut qu'ils créent un appareil, puis tu as tout à fait raison, qui génère des revenus par la vente, mais qui génère aussi des données pour justement permettre à OpenAI Data d'avancer. Ouais. Alors, c'est vraiment intéressant. C'est la question à 6 milliards de dollars. Non, mais exactement. Et, c'est bien résumé. Franchement, là, c'est du pur fantasme. Alors peut-être que dans les mois qui viennent, on en saura un petit peu plus. Peut-être qu'il y aura des fuites, etc. Mais aujourd'hui, c'est pas facile. Hein. Jérôme, promets-moi que tu conserves cette discussion-là et dans 10 ans, on la ressortira. Allez, dans 10 ans, on la ressort. Voilà. Ok. Allez, à la place des grands hommes. Et en attendant, on passe à autre chose. Allez, François, allez, Jérôme. Tu faisais Patrick Bruel, là? Ouais. Merci. Ah bah, Merci. Vous êtes bien tous les deux. Bon, vous voulez qu'on parle de Google ou d'Apple maintenant? Ah bah c'est ton choix. Bah c'est ton choix, c'est ton émission, mon pote. Franchement, j'hésite parce que Google, il y a eu des énormes, on fera ça le mois prochain. Okay. Mais il y a eu vraiment des trucs intéressants chez Google cette semaine. Et puis Apple, je trouve que c'est intéressant d'en parler aussi parce que c'est presque c'est le côté négatif de tout ce dont on vient parler. Alors de quoi on parle de Google? Mais moi j'ai un petit truc à dire. Ah bon. Si vous le voulez bien. Moi, le truc qui m'a bluffé et qui m'a bouleversé ces dernières semaines, et je dirais même ces derniers mois, c'est VO3. Ah, ben voilà. Tu vois. Là, VO3, ça a été une espèce de claque incroyable et qui nous met vraiment devant le fait accompli de ce que peut faire aujourd'hui l'intelligence artificielle générative. Et tu te dis, alors il faut rappeler ce que c'est vite fait pour les gens qui auraient raté l'histoire. Un petit logiciel, voilà. C'est un logiciel qui est dans le cloud, sauf que vous promptez, c'est-à-dire vous écrivez ce que vous voulez, sauf que vous l'écrivez dans la posture de faire une vidéo, et donc vous dites tiens, j'aimerais bien avoir une vidéo de 2 journalistes qui discutent de tech dans un environnement podcast avec une qualité d'image un petit peu dégradée quand même parce que je veux que ça fasse podcast, avec un fond de telle manière, etc. J'en veux un qui soit brun, l'autre qui ait les cheveux un peu blancs, mais les yeux bleus, etc. Donc tu peux tous les trois très beaux, enfin. Voilà, exactement. Voilà. Tu peux il y en avait que 2, attention. Faut être consistant dans la requête, là. Tu promptes au maximum, tu vas très très loin. Évidemment, tu peux dire aussi, j'ai envie qu'ils discutent de, je sais pas moi, de cet objet un petit peu mystérieux que Sam Altman et Jonathan Ive doivent mettre au point. Et puis t'appuies sur OK, t'attends, et puis après t'as une vidéo qui sort. Et là, la vidéo qui sort, elle est d'une qualité qui est mais à se retourner par terre. Moi, j'ai vu des vidéos. Mais c'était effrayant. C'est-à-dire, je regardais ça et j'étais effrayé, bouleversé. Tu vois, Bruno, François a la même réaction que moi. C'est exactement ce que je t'ai dit la semaine dernière dans notre débrief transatlantique. Pour la première fois, je t'ai dit, ça va trop loin. C'est too much, c'est trop. Évidemment, après la conséquence, c'est que ça va trop loin, c'est too much, mais je me dis, waouh, c'est quand même incroyable ce qu'on arrive aujourd'hui à faire simplement avec l'intelligence artificielle et générative et la qualité de la vidéo, le réalisme des personnages, la voix. Mais c'est surtout ça, François. Dingue. C'est ce qui est nouveau. C'est ça. Et voilà, on est tous les trois des gens de radio, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on y est particulièrement sensible, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'ils ont apporté de plus? C'est l'audio. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des IA qui fabriquaient des séquences vidéo. C'est vrai que VO va encore plus loin en termes de réalisme d'image, mais surtout, ils mettent des dialogues synchronisés et une bande son derrière, genre une sirène de pompiers, des oiseaux, etc. Et ça, c'est ça qui rend le truc
incroyablement réaliste. C'est le son en plus de l'image. Non, et puis t'imagines les conséquences que ça va avoir. C'est obligé parce que c'est là. Après le choc, le fait d'être groggy quand tu vois ça, tu te dis mais ça va bouleverser. Et là, c'est obligé que ça va bouleverser la création publicitaire, cinématographique. Ça va même bouleverser notre métier, notre métier de journaliste. Moi, j'ai vu une vidéo, il y avait une Encore Woman qui était parfaite. Il y avait c'était comme tu le dis, Jérôme, c'est notre métier. On voit là, elle avait des petites hésitations. C'était, voilà. Franchement, moi, j'ai été bluffé. Je n'arrivais même plus. Je n'arrive pas à voir si c'est vrai ou pas. Voilà. Et là, tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, Demain, on peut très bien prompter ce qu'on fait là, d'accord. Ils nous ont numérisé. Jérôme, toi, tu te fais pas chier. Tu dis bah tiens, François, son ton un petit peu, je sais pas quoi. Bruno va avoir un ton un petit peu comme ça. De temps en temps, il mettra son doigt comme ça parce que c'est un peu sa spécialité. Tu vois, tu promptes ton truc que tu auras pré-prompté parce que finalement, si c'est tous les mois, tu vas garder un petit peu des postures qui sont habituelles. Et puis tu lui dis, bah discuter de 3-4 sujets d'actualité. Ouais. Mais ça fait du travail pour prompter tout ça. Je pense que c'est plus amusant de le faire en vrai. Donc on précise aujourd'hui, mais dans 2-3 ans, tu sais pas, tu sais même pas que. Enfin, ça va tellement vite. Bruno, ça te laisse songeur. Je vous écoute. Ouais, non, c'est beaucoup d'émotions. de voir que c'est peut-être la dernière fois qu'on se parle les trois en vrai. Non, impossible. Mais c'est vrai que, après il y a des cas de figure. Moi, je sais plus. Je crois qu'on en a déjà parlé ensemble. Je veux dire, tu peux imaginer, voilà, on vieillit. Demain, on peut être privé de la parole ou autre. Ça ouvre aussi des perspectives géniales. Quoi. C'est clair. Mais ouais. Tu sais, ça me fait penser à un truc. Je sais. Quand est-ce qu'est arrivé GarageBand sur Mac? Voilà. Ça fait un moment là. Voilà. Un musicien avant GarageBand, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dans un studio d'enregistrement. Ah ouais. Il allait dans un studio d'enregistrement. Il avait son batteur, son guitariste. Il avait son clavier. Il avait s'il avait des violons. Il avait, je sais pas moi, 10 musiciens. Il enregistrait, il posait sa voix, il mixait, et puis voilà. GarageBand est arrivé. Le gars, il peut être dans sa salle de bain, dans un train, je ne sais où. Il a tous ces instruments qui sont dans son ordinateur et il fera le même métier en fait. Il va faire la même qualité de ce qu'il aurait pu faire s'il avait de vrais musiciens, sauf qu'il va le faire avec un écran et un clavier. Et en fait, VO3 me fait penser à ça pour tous les créateurs de contenu, pour tous les créateurs de vidéos, pour les réalisateurs. Parce que demain, tu n'auras plus. Enfin, si on a vu, si ce qu'on a vu est vrai, je pense que Google ne s'est pas moqué de nous. Depuis, on en a vu d'autres, ouais. Donc, demain, tu prends un scénariste ou je sais pas moi un réalisateur. Il a plus besoin de quoi que ce soit. Il se met devant sa machine, il prompte, il peut faire son film. En fait. Moi, ma théorie, François. Tu vois ce que je veux dire? Le prochain jeune Spielberg, il est chez lui en train de faire un court-métrage et il touche pas à la caméra. Certainement. Il a une histoire, il a une vision de son histoire et il fait des requêtes et des requêtes et des requêtes. Bien sûr. Il est en train de générer scène après scène après scène. Pas de tournage, pas de prise de son, pas de dire tiens la lumière est pas bonne ou je sais pas quoi. Pas de comédien. Pas de metteur en scène, pas de décorateur. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais à quoi va ressembler Hollywood dans 10 ans? Ouais, mais là, il devait être un peu en PLS. En fait, c'est Pixar à 100% pour tout. En fait, c'est Pixar pour tout à 100%. Mais moi, ce que je retiens de ta comparaison avec GarageBand, qui est intéressant, je trouve, c'est que ça veut pas dire que c'est facile tout ça. Ah non. C'est pour ça que j'ai pas terminé ma réflexion. Il faut le talent humain sera toujours obligatoire dans cette histoire-là. Il faut l'impulsion humaine. Il faut l'action humaine. Tu peux avoir le meilleur des outils, mais si t'es pas bon, bah tu feras quelque chose de pas bon. En revanche, si tu sais te servir de ces outils-là et que t'es créatif et que t'es quelqu'un qui a une vista, etc., tu vas faire des étincelles. Et tu vas faire des étincelles dans ta chambre d'étudiant avec un ordinateur et un clavier. C'est ça qui est dingue. Et puis l'exemple parfait aujourd'hui,
c'est les IA qui permettent de faire de l'imagerie. Il n'y a pas meilleur qu'un photographe qui sait composer une photo pour aller faire une requête qui va te permettre d'avoir une image pleine qui raconte une histoire. Bien Pourquoi? sûr. Parce qu'il va parler du premier plan, mais de la profondeur. Il va composer son image et ça va te donner une superbe image et quelque chose de beau à regarder. C'est sûr que vous et moi, on pourrait essayer de faire la même chose, mais il y a du détail qu'on n'aura pas, que l'œil du photographe aura. Alors, et c'est donc vrai pour VO3. L'idée, c'est de... Puis François, tu le disais, mais c'est le contenu prime, l'idéation prime, et ça, faut l'avoir, parce que tout le monde peut mettre la main sur un marteau, mais c'est pas tout le monde qui est capable de faire une cathédrale avec. Non, ce qui est ça, formidable, c'est c'est que tu magnifique. dis. Non, mais voilà, tu as raison. Et c'est une très belle Exactement. image. Mais ce qui veut dire que finalement, demain, si ces outils deviennent très faciles d'accès, tu vas avoir des créateurs issus de nulle part qui vont faire des trucs qui vont être incroyables. Et c'est ça qui est formidable. Ça, c'est ce que propose le numérique finalement. Ouais. Le numérique, voilà, ouvre le champ des possibles à des personnes qui sont dans l'ombre. D'accord? Ouais. Mais ça va être encore- pareil pour ça. Ouais, mais encore, il faut permettre aux plus jeunes d'y avoir accès rapidement. Bah, je pense Ouais, mais que ça va se ça va arriver, hein. Regarde la tech. On parlait tout à l'heure des 25 ans. La technologie s'est démocratisée. Tu prends l'exemple d'un smartphone. Aujourd'hui, un smartphone, t'en as pour 200 €, tu peux avoir un smartphone qui tient la route. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a une démocratisation de toutes ces technologies. Ça prendra peut-être un petit peu plus de temps, mais enfin, franchement, ça ouvre des perspectives qui sont formidables pour tous les créateurs, mais en revanche, ça va dézinguer des métiers entiers. Ah ben, écoute. Et ça, on n'est pas prêt à ça. On n'est pas prêt à ça. C'est un peu comme les Uber qui vont être confrontés aux voitures autonomes, tu vois. C'est un peu pareil. D'un coup, tu vas te retrouver avec des gens qui vont se retrouver sur le bas-côté de la route en disant OK, mon métier n'existe plus, tu vois. Ben, aujourd'hui, François, je faisais une conférence cette semaine sur l'impact de l'IA sur le monde du travail. Aujourd'hui, c'est 60% des métiers vont être impactés ou sinon remplacés par l'IA. Oui. Ça veut dire qu'il y a seulement 40% des métiers qu'on connaît qui aujourd'hui ne seront pas impactés, mais peut-être demain ou après-demain. Mais c'est sûr que tout le monde va impacté, y penser. et remplacé, oui, c'est pas pareil quand même. Hein. Non, Parce que, c'est ça. Tu peux être impacté en bien, en bien, mais si on supprime ton métier, bah là t'es impacté en mal. Tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça qui est un peu. C'est ça qui est un peu vertigineux. Et c'est vrai que c'est encore un peu flou tout ça, tu vois, quand les médias mainstream parlent de l'IA qui va supprimer des emplois. Aujourd'hui, à part quelques petits coups, tu vois, comme ça, spécifiques, où il y a des métiers, c'est vrai que les infographistes aujourd'hui ont moins de travail qu'avant. Mais finalement, il y en a peu des métiers qui sont impactés par l'IA vraiment, qui s'en prennent plein la figure. Je parle en France, hein. Je parle en France. Mais François, le premier job moi c'est ça ma blague. Le premier job qui a été créé pour l'IA, ben aujourd'hui personne n'en cherche. Les prompt engineers. Il y a 2 ans et demi là, ça gagnait 200-300 000 $ américains. Aujourd'hui, sur la liste des emplois au niveau du numérique, ils sont en bas de l'échelle. Il y a plus personne qui en veut. Pourquoi? Ben parce que maintenant les IA vont tellement dans le raffinement et te questionnent par rapport à la requête que tu es en train de faire qu'il y a personne qui a besoin d'un spécialiste parce que l'IA t'interpelle en disant quand tu dis ça, est-ce que tu parles de ça ou est-ce que tu veux ça? Ben ça bouge tellement vite. Écoute, c'est un boulot qui existait depuis 2 ans et demi, puis pouf, c'est parti. Non, mais c'est clair, mais quand quand le tsunami va arriver et que, tu vois, il y a des métiers entiers qui vont se retrouver sur le bas-côté de la route et ça va arriver, ça va être chaud, quoi, tu vois. Ça va être chaud. Ça va être merveilleux parce que ça va nous permettre de voir des trucs incroyables. C'est-à-dire que, tu vois, aujourd'hui, il y a des limites au tournage physique, même aux effets spéciaux, parce que les effets spéciaux, ça coûte très très cher. Il y a des effets spéciaux que certaines productions abandonnent parce qu'ils ont pas le budget. Là, tout ça, c'est terminé, si tu veux, tu vois. Et voilà, ça va être un terrain de jeu phénoménal pour les créatifs.
mais ils auront plus besoin de quoi que ce soit, quoi. Mais est-ce que tu crois pas qu'après, c'est un peu comme il y aura aussi, malgré tout, de la place pour de l'artisanat entre guillemets. Est-ce que le luxe, ce sera pas de se dire au milieu de pléthore de productions faites par IA, de se dire hier j'ai vu un film avec des vrais acteurs. Ah ouais, c'est vrai, il y en a encore. Oui, viens voir. Et tout, et ça c'est génial. Et ce sera peut-être un petit marché, mais c'est comme les vinyles par rapport au CD, mais c'est un marché. C'est comme les montres suisses et puis le reste des montres connectées. C'est un luxe aujourd'hui. Ouais, mais vous oubliez un truc, c'est le modèle économique. Il reste que les meilleurs. Non, mais c'est le modèle économique. Qu'est-ce qui va se passer? Qui va vouloir financer un vrai film avec des vrais comédiens? Est-ce qu'il va rester des vrais comédiens? Parce que si 90% de la production est faite par l'IA, tu vois, il y aura plus besoin de comédiens. François, non, mais il va rester, les gens vont continuer d'aller au théâtre. Alors, il y aura toujours des comédiens. Oui, mais le théâtre, ça représente quoi par rapport au cinéma, Bruno? Oui, bien sûr, tu as raison. Ouais. Le théâtre, les comédies musicales, il va rester des spectacles de rue, etc., etc. Ce qu'on appelle le spectacle vivant. Ça, il en restera toujours. Oui, mais tu es d'accord que le cinéma représente quand même une grosse partie de cette industrie. Tu vois? Mais ça, c'est une industrie. Mais au-delà de ça, et ça, Bruno, on en a déjà parlé ensemble, je crois, dans un de nos débriefs, c'est que, est-ce que, humainement, et je vais dire presque, vraiment, c'est au fond de nous-mêmes. Est-ce qu'on est réceptif? Est-ce qu'on va, par exemple, pouvoir s'attacher à un comédien virtuel? Alors, tu vas me dire, oui, on s'est attaché à des personnages de bande dessinée, on s'est attaché à Astérix et Obélix, à ce qui tu veux, etc. Mais est-ce qu'on pourra s'attacher à un faux humain, c'est-à-dire un faux... comment il s'appelle? Mission Impossible, là. Tom Cruise. Un faux Tom Cruise. Tu vois, est-ce que c'est envisageable? Donc si, parce que je crois que c'est assez difficile. Et ça, on en parlait, Bruno, à propos de notre book LM, pour dire que c'est bien ça fait des trucs super, mais en fait, on a du mal à comprendre, on a du mal à accrocher. Même si les voix sont hyper réalistes, on retient moins bien l'information qui est donnée de cette manière, etc. Parce que tu n'as pas quelque chose de... Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de reptilien au fond de nous qui fait qu'on a besoin de voir des vrais humains, en fait. Ouais, mais demain, si je reprends mon exemple de film publicitaire ou court-métrage ou long-métrage ou série télévisée, si derrière tu as un créatif humain qui arrive à donner, tu vois, de tout, enfin ces sentiments qui font que on va être bluffé et on va croire que c'est du vrai, on va tomber dans le panneau. Tu vois, on va tomber dans le panneau. Oui, il y a le côté aussi. C'est un peu comme imagine un dessin animé. Ouais. Tu peux être ému devant un dessin animé. Ouais, c'est pareil. Le Roi Lion. Bambi, on sait que Bambi ou le Roi Lion n'existe pas, quoi. Donc. Ouais. Et ça, c'est encore drôle. Et pourtant, le Roi Lion, c'est hyper émouvant, tu vois. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'il y a des humains derrière qui prennent qui prennent tes tripes et qui font que t'es bouleversé par ce qui se passe. Ça va être pareil avec l'IA. Tu vas avoir un mec qui va te créer un film qui va te toucher de la même manière ou qui va te faire peur, qui va être impressionnant en termes d'action. Voilà, tu pourras tout imaginer, sauf que ça n'existera plus. Il y aura plus de comédiens, il y aura plus de décors, il y aura plus de monteurs, il y aura plus de tout ça, quoi. Ça sera il y aura plus rien. Ouais. Oh là là. Je me touche le nez. Ça jette un froid. Bruno se touche le nez. Non, mais imagine l'industrie de la pub. Imagine l'industrie de la publicité. Oui, ils vont avoir du plaisir. On est d'accord quand même. On est d'accord. Ça va être impressionnant. Ça va être un carnage. Mais raison de plus pour que dans ce métier-là, comme dans tous les métiers, on s'approprie ce truc-là. Parce que oui, ça va faire... ceux qui vont se l'approprier pourront s'en servir, trouveront les moyens de s'en servir. Ceux qui prendront pas le train en marche seront comme ceux qui n'ont jamais su se servir de Word ou de Excel dans une entreprise. Et qui ont vieilli sans jamais l'utiliser. Et voilà. Donc... il est urgentissime de s'y mettre. La seule variable d'ajustement, ça va être le temps que ça va prendre pour se démocratiser, tout ça. Combien ça coûte, tu vois. Ouais. Mais on peut imaginer que... Et accessoirement, l'impact environnemental aussi. Oui.
Mais bon, enfin, bien sûr. Mais l'impact environnemental. Le dernier livre de Luc Julia, là, et quand même, il rappelle que... Ça, c'est du placement publicitaire que tu viens de faire? Ça, c'est du... Voilà. Okay. Je montre le livre de Luc, là, qui a fait ma semaine. Mais, parce que c'est un sujet qu'il aborde vachement, et il dit que plus on va vers ce gigantisme synthétique avec l'intelligence artificielle, et l'impact environnemental prend des proportions, mais hallucinantes. Oui, mais Jérôme, si demain tu crées un film, avec l'IA. Mais si demain tu remplaces tous les films par l'IA, c'est pas possible. Il y a plus d'électricité à New York et il y a plus d'eau à Montréal. Oui, mais quand tu tournes un vrai film, imagine Mission Impossible. T'imagines l'impact environnemental de ce film? Bon point. Tu te rends compte? Non, c'est pas, ça n'a rien à voir. Mais non, comment ça n'a rien à voir? Tu parles de l'impact environnemental, mais en fait, générer un film par l'IA aura un impact environnemental moindre que un vrai film physique avec des déplacements de centaines. On peut pas le dire. C'est pas sûr. Parce que on peut pas le dire aujourd'hui, mais tu verras que demain, avec l'optimisation de tous ces algorithmes, avec c'est toujours pareil, si tu veux. On sait que la technologie fait de plus en plus de choses avec de moins en moins de ressources. C'est comme ça, c'est naturel. C'est l'espoir qu'on a. Maintenant, il faut qu'on y arrive. Bon, les amis, il faut qu'on avance. Voilà pour VO3 de Google, qui est quand même, c'est vrai, un truc absolument dingue et qui fait que les petits films en question, les vidéos, on les voit, elles se multiplient sur les réseaux. Ah, accessoirement, il faut préciser que pour l'instant, c'est limité à moins de 10 secondes. Hein. Et l'une des raisons, c'est notamment... Non, mais attends, il y a des trucs, excuse-moi. Jérôme, il y a des vidéos, et je vous invite à aller sur X, vous tapez #VO3, et vous avez des vidéos qui font 1 minute 30, qui sont des péplums. Moi, j'ai vu des trucs. Oui, parce que c'est des séquences mises bout à bout. C'est des trucs mises bout à bout. Parce que si tu demandes à l'IA de te pondre d'un seul trait un film d'un quart d'heure ou 20 minutes, elle sait pas. D'abord, elle va faire exploser les data centers, et deuxièmement, elle perd le fil. Elle sait plus où elle habite. Et là, elle sera plus capable. Donc, t'es obligé énormément d'avoir de l'humain pour recoller les morceaux, etc. Mais on est d'accord que c'est aujourd'hui, ça. Dans 2-3 ans, ce problème sera résolu. Mais pendant que tu es dans les précisions, Jérôme, c'est aussi important de préciser que pour le moment, cet outil-là, il est accessible uniquement aux utilisateurs payants de Gemini. Et payant. C'est 250 € par mois. Non, il y a aussi la formule de 20 $ par mois. Non, je crois que c'est VO2 qu'on a pour 20 $. C'est pas VO3. Moi, j'ai accès à VO3 et tu payes que 20 $ par mois. Il faut pas le dire. Toi, t'es pistonné. Toi, t'es le piston de Sondar. Non. Mais t'as testé VO3 ou pas? Oui. Et alors? J'ai pas fait de chef-d'œuvre parce que j'ai pas mis le temps, mais j'ai vu que j'étais capable de faire un plan de 10 secondes d'une marée qui montait tranquillement sur le bord de la plage. Ah, il faut que tu nous montres ça. Très réaliste. Avec les petits oiseaux derrière. Là. Et réaliste. Oui. Et moi, c'était plus et Jérôme l'a dit, c'était plus le son. C'était d'entendre les goélands, d'entendre le bruit des vagues qui claquaient. Bon, les amis, on se garde 10 minutes pour parler d'Apple. Pourquoi Apple? Parce qu'on est obligé de parler d'Apple quasiment tous les mois. Parce que je sais pas pourquoi, mais parce qu'il y a toujours des choses à dire. Il y a plein de trucs à dire. D'abord, je veux dire ce que je disais dans le sommaire. Tim Cook doit avoir des nuits quand même un peu agitées, hein, entre ces problèmes en Europe. Les obligations réglementaires qui l'obligent à ouvrir l'App Store, qui vont l'obliger peut-être à faire concurrence à Siri au sein même de ses appareils. Là, ils ont 1 mois pour ouvrir l'App Store. Donc, aux États-Unis, il y a aussi une action en justice contre les supposées écoutes abusives. Aux États-Unis, Donald Trump qui lui dit: tu viens fabriquer tes iPhones sur le territoire américain, sinon ça va très mal aller. Et puis, à côté de ça, en intelligence artificielle, l'actu du mois, elle lui échappe. Son designer fétiche, c'est même plus avec Apple qui fait des annonces. Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe pour Apple? C'est ça que je trouve le plus symbolique. Est-ce que I.O., le truc de Johnny Ive, ça aurait pas dû être Apple qui annonce un truc comme ça? Après le divorce Tim Cook Jonathan Ive, il est consommé. Hein. Ça fait des années que Jonathan Ive ne travaille pratiquement plus pour Apple. Il a quitté la société, je sais plus quoi, il y a peut-être 5 ans.
Oui, bien sûr. Il avait encore des missions, on va dire, avec Apple, mais je pense que c'était vraiment histoire de dire, voilà, j'ai encore un lien, mais vraiment très ténu. Donc, tu vois, moi, l'histoire Jonathan Ive Apple, elle est terminée depuis longtemps. D'accord. Oui, mais elle aurait pu continuer à s'écrire. Enfin, on aurait pu imaginer que, voilà, ouais. Jonathan Ive, son nom était quand même intimement lié à Apple, et tout d'un coup, là, il se retrouve quasiment, il est passé à l'ennemi, en fait. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour Jonathan Ive, à mon avis, Apple n'est plus Apple sans Steve Jobs. Et on peut le comprendre. Tu vois, quand tu regardes les vidéos de Steve Jobs et sa personnalité, que tu mets Tim Cook en face, ça n'a strictement rien à voir. C'est deux personnalités qui sont à l'opposé. Tu vois, Tim Cook, c'est un rocker et un fonctionnaire. Exactement. Mais un putain de fonctionnaire, tu vois, le Tim Cook, parce que lui, c'est la supply chain, c'est un génie pour organiser que Apple puisse sortir 200 millions d'iPhone le jour J, tu vois, avec une qualité, avec des coûts maîtrisés, etc., etc. Ce que ne savait pas faire Steve Jobs. Steve Jobs, lui, ce qui l'intéressait, c'était de créer des trucs. Et avec Jonathan Ive, où là, ils pouvaient changer leur créativité, etc., etc. Donc, tu vois, je pense que Jonathan Ive, il est sorti d'Apple depuis un bon moment. Après, l'autre, je pense, le problème le plus important pour Apple, c'est Trump aujourd'hui, parce que là aussi, tout oppose Donald Trump à Tim Cook. Tout, même si ils sont, comment dirais-je, intimement liés, l'un a besoin de l'autre et vice versa, mais tout les sépare. Tu vois, Tim Cook est un démocrate qui plaide la diversité, enfin voilà, qui est à l'opposé d'un Donald Trump. Tu vois, c'est voilà. Et je pense que le business, ils arrivaient à s'entendre. Progressiste contre l'ultra, face à l'ultra conservateur. Quoi. Exactement. Et je pense qu'ils arrivaient à s'entendre sur le terrain du business. Jusqu'à ce que Trump sorte ses droits de douane, si tu veux. D'ailleurs, je sais pas si vous avez suivi, mais sans doute l'actu là, mais en fait, il y a un tribunal qui a rejeté en fait toutes ces augmentations de droits de douane. Donc, en fait, mais comme beaucoup de choses annoncées par Donald Trump, qui sont après alors pas retoquées pour tout, d'après ce que j'ai compris, pas pour tout, parce que ça reste pour l'acier, pour les véhicules et pour les semi-conducteurs. Mais pour le reste, tout a été retoqué, tu vois. Mais là. C'est vrai qu'on ne sait pas comment ils vont faire, parce que on dit que s'ils devaient le fabriquer aux États-Unis, déjà ils n'ont pas la main d'œuvre qualifiée, en quantité suffisante comme elle existe en Chine. Ils n'ont pas la chaîne d'approvisionnement, et ça ferait des iPhones qui coûteraient au minimum moi j'ai vu passer le chiffre de $160 de plus par iPhone. Non mais c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible pour Apple de fabriquer des iPhones aux États-Unis. C'est impossible. Quand tu vois comment c'est complexe de fabriquer un smartphone comme ça, quand tu vois qu'il te faut des centaines de fournisseurs tout autour de ton usine qui assemble, tu vas à Shenzhen, on y est allé, Jérôme, il y a longtemps, et c'était il y a très longtemps. J'imagine que ça a bougé depuis. Tu as cette usine Foxconn ou Pegatron qui sont des villes entières, et puis tout autour, tu as le gars qui va fournir les petites vis pour l'iPhone, tu vas avoir le gars qui est à 10 km, qui attend que Pegatron lui demande, je sais pas moi, 6 millions de joints ou de ou la batterie qu'il faut, le petit composant qui permet de, tu vois, enfin je veux dire, imagine déplacer tout ça aux États-Unis pour qu'il y ait un écosystème immense pour fabriquer un iPhone. C'est irréaliste. Et puis ça coûterait une fortune, parce que t'as raison, la main d'œuvre là-bas, elle coûte cher. Les Américains, ils vont pas travailler. La main d'œuvre qualifiée, des gens capables comme ça de notamment ces histoires de petites vis, on focalise toujours sur ces vis, mais c'est apparemment vraiment un point de blocage sur l'iPhone, ces micro-vis. Et les Américains vont pas travailler 12 heures par jour, 6 jours sur 7, tu vois. Ça, c'est impossible. En vivant sur place et en dormant dans des dortoirs. Non, parce que c'est pas leur culture, c'est tout ça. Donc, Donald Trump a ce vieux fantasme qui est irréalisable, et Tim Cook le sait très bien. Donc, il est obligé de faire le dos rond et attendre que ça passe. Mais ça va pas passer comme ça, je pense. Et voilà.
l'autre problème de Tim Cook, c'est aussi de ne plus mettre ses œufs dans le même panier, parce qu'il commence à voir que avec la Chine, ça devient compliqué. Donc, il fabrique de plus en plus à divers endroits tous ces produits clés. L'Inde, il y a aussi le Vietnam. Le Vietnam aussi, tu vois. Donc, il essaie petit à petit de diversifier sa production, parce que si demain la tension monte entre les États-Unis et la Chine dit, vous savez quoi, eh ben Apple, ils peuvent plus fabriquer leurs iPhones en Chine parce que vous commencez vraiment à me les chauffer là, tu vois. C'est possible, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait, Bruno, Tim Cook? on pourrait pas les fabriquer au Canada? Non. Non, c'est pas possible. Non. Ça marche Non, pas. puis de toute façon, il y a une vidéo qui a circulé à un moment donné quand Donald Trump a commencé à fabuler par rapport à la fabrication des appareils aux États-Unis. Et il y a quelqu'un qui a été rechercher un extrait d'une conférence que Tim Cook avait fait en Chine, justement, et qui disait que quand les gens se posent des questions à savoir pourquoi Apple est en Chine, c'est parce que vous avez un savoir-faire qui n'existe pas ailleurs. Ouais. Et c'est ça. Puis vous le disiez, c'est une histoire de main-d'œuvre, c'est une histoire d'approvisionnement et de savoir-faire. Et c'est pas beaucoup moins cher en plus. C'est ce qu'il disait, c'est-à-dire que évidemment ça coûte un petit peu moins cher, mais c'est pas la raison principale. C'est pas ça, ouais, exactement. C'est pas la raison principale. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Tu vois, ils arrivent à gérer des coups de feu. Là, tu vois, l'iPhone 17, la production va commencer sans doute début juillet pour être prêt en octobre. Bah, ils vont gérer les coups de feu. C'est-à-dire que d'un coup, tu sais, c'est un peu comme ces restos 3 étoiles où d'un coup tu te retrouves avec 20 clients qui arrivent et qui vont commander des plats tous plus compliqués les uns que les autres. Tu vois, bah c'est pareil là-bas. D'un coup, tu vas avoir une armada de gars qui vont fabriquer des millions et des millions d'iPhone toutes les semaines. Voilà. Et ça, ça n'a pas de prix. Et ni les États-Unis, ni l'Europe ne pourront le faire. C'est clair. Mais Jérôme, pour revenir sur l'histoire de Tim Cook, moi j'ai l'impression que lui, là, aujourd'hui, il est en train de regarder son agenda et la date qu'il s'est mis pour prendre sa retraite. Ouais, bah bien sûr. Il faut que je tienne jusqu'à là, mais après, je remets le dossier à mon successeur. Mais d'un côté, quelle responsabilité il a? Tu te rends compte la responsabilité qu'il a? Ouais. Parce que partir, ok, le précédent qui est parti, il est mort. Donc lui, il va falloir qu'il perpétue l'âme de la marque, l'essence de ce que ça représente. Il faut qu'il trouve la personne qui va, si tu veux, le berger qui va emmener Apple vers de nouvelles contrées avec de nouveaux produits, quelle direction prendre, etc., etc. La difficulté que ça représente, ça doit être, et c'est une responsabilité. Tu disais qu'il doit pas beaucoup dormir, mais quand il doit penser à ça, à mon avis, ça doit pas être sympa aussi, tu vois. Non. Mais François, imagine-toi le scénario où Elon Musk achète Apple. Waouh. On a tous pensé à ça, mais il y a un moment avant que Elon Musk pète un câble, on se disait waouh, ça aurait été peut-être pas mal qu'Elon Musk devienne le patron d'Apple, tu vois, parce qu'il est visionnaire, etc., etc. Bon, après il s'est passé tout ce qui s'est passé. Ouais, peut-être. Mais tu imagines un Elon Musk avec Apple, avec Starlink, avec Tesla, avec Neuralink, avec SpaceX, c'est pas possible, tu vois. Je veux dire. Mais c'est vrai que Marvel avec ça. C'est vrai que Musk aujourd'hui, si on revient sur le plan politique, c'est un des seuls qui est capable de s'opposer à Trump. Il l'a fait là, il commence à critiquer la loi de finances de Trump, etc., etc. Il est monté tellement dans le sein des saints que lui, il peut tenir tête. Mais bon, ça aussi c'est de la science-fiction. À mon avis, tu tiens pas tête longtemps à Donald Trump, tu vois, je pense. Non, mais c'est pas. Au bout d'un moment, même si tu t'appelles Elon Musk, tu dois te prendre une espèce de pitch net là. Trump est pas éternel non plus, hein. Je veux dire, il a un mandat qui s'arrêtera un jour. Il vient de commencer, Jérôme. Oui, il vient de commencer. Et il parle déjà de 2028, donc prépare-toi. C'est court, les mandats américains en plus. En tout cas, rendez-vous le 9 juin, puisque ce sera quand même le prochain point d'étape d'Apple, la conférence WWDC. Ouais. Et ils nous promettent donc plein de trucs, les systèmes d'exploitation qui vont changer de système de numérotation et peut-être des nouveautés au niveau design, mais on n'en parlera pas
aujourd'hui dans cet épisode et je vous propose qu'on se retrouve le mois prochain pour en parler par contre. Ah bah si là, cela vous convient. On sera là, bien sûr, évidemment. Ok. Merci les amis. Je pensais qu'on ferait court aujourd'hui. Bah finalement, on a débordé. On a même explosé les compteurs. Écoute, on s'excuse auprès des auditeurs qui voulaient quelque chose de court. Qui voulaient quelque chose de court. C'est rare parce qu'en général... Ce qui est génial, c'est que tu peux arrêter, tu vois, si t'en as marre. C'est ça qui est top, tu vois. T'es pas obligé de te le faire. Ouais, mais là, je m'adressais à ceux qui ont eu le courage d'écouter jusqu'à la fin. C'est ça. Tu sais qu'ils sont obligés. Ils arrivent pas à appuyer sur le bouton stop, tu sais. Merci en tout cas à ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Et puis, on rappelle que vous pouvez retrouver mes petits camarades, chacun sur leurs médias. François Sorel sur BFM et sur Tech & Co. Et donc, en émission spéciale pour les 25 ans de la tech. C'est quand? Le 5 juin, c'est ça? C'est mon Bruno. C'est jeudi prochain, c'est le 5 juin. Voilà. Jeudi 5 juin, voilà. Et Bruno, dans son podcast Mon Carnet, tous les vendredis, et dans, bien sûr, 120 secondes de tech, sur tous les réseaux sociaux, qui bat des records d'audience. Et une semaine après l'autre. Ouais. Voilà. Et puis moi, je renvoie à tous les épisodes de Monde Numérique, des interviews. Tiens, allez donc écouter l'interview de Arnaud Fournier, le directeur d'OpenAI France, que j'ai interviewé il y a quelques jours, et c'est assez intéressant où il rappelle un peu le positionnement d'OpenAI, qui est, dit-il, une entreprise, une société à mission. Et puis à mission notamment en France, puisqu'ils viennent de s'installer en Europe, et ils ont choisi d'ouvrir des bureaux à Paris. Et qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait le 31 mai, ou qu'on a fait le 31 mai? Un gros bisou à Jérôme. Exactement, on a été souhaiter bonne fête à Jérôme Colombin sur les réseaux sociaux. C'est gentil les amis, merci beaucoup. Et puis ce qu'il y a de cool, c'est que bientôt on voit Bruno à Vivatech. Ouais. Et on se retrouve à Vivatech en vrai, exactement. Ouais. Et le 10 juin, on est sur le plateau de François. Débriefé. Et t'as intérêt, alors là, je te prends vraiment à partie, mon cher Bruno. Le 14, il y a une soirée où on se retrouve tous avec Jérôme, etc., pour boire un verre. T'as intérêt à être là. Oui, mais ça, c'est un truc privé. Tu vas pas lancer tes invitations privées sur, tu sais qu'on est diffusé dans le monde entier, là. Je prends à témoin tes auditeurs, donne l'adresse Jérôme. Aussi, tant que tu y es. Je prends à témoin tes auditeurs. Pour aller chez François, rendez-vous. Non. Je donne le digicode et le numéro de téléphone aussi. Mais il va venir, Bruno. Je suis sûr qu'il va venir. François, prépare-toi à être déçu. Aïe. Bon, écoutez, je vous laisse alors. Réglez vos... Je suis désolé. Allez. En tout cas, on se retrouvera ici même, le mois prochain, dans le grand débrief sur Monde Numérique. Salut les amis. Salut les amis. Allez, à très vite. Ciao. Le grand débrief de Monde Numérique vous était proposé en partenariat avec FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises.